Bonjour. Notre intervention est intitulée La pensée ontologique de Martin Heidegger. Introduction. Martin Heidegger est né à Maastricht, petit village souabe, le 26 septembre 1889. Son père était à la fois tonnelier et sacristain et sa mère d'une famille de paysans. Après des études de théologie et de philosophie, il est promu docteur en 1915 et devient l'assistant de Husserl de 1916 à 1922. En 1922, Heidegger est appelé à enseigner à Marbourg. C'est là qu'il écrit la première partie « Il n'y aura pas de seconde » de Être et temps. Avec ce livre, il accède à la célébrité. L'écart avec Husserl se creuse, puis vinrent les années sombres du nazisme. Pendant l'hiver de 1932-1933, Heidegger se trouve à l'écart de l'université de Freiburg. Pour étudier à fond la pensée présocratique, il s'est retiré de son repère de la forêt noire. Mais en avril 1933, le nouveau recteur élu en janvier, Van Mollendorf, un social-démocrate, est relevé de ses fonctions à la demande pressante de ses collègues qui craignaient la nomination d'un fonctionnaire nazi. Heidegger accepte d'assumer la charge de recteur. S'il s'inscrit au parti nazi, c'est pour lui qu'une formalité indispensable pour sauver et rénover l'université allemande. À aucun moment il n'a été un homme d'appareil. Pas davantage il n'est tombé dans la mystique nazie. Il interdit de l'autodafé de livres jugés subversifs dans l'enceinte de campus, ainsi que le placardage des affiches contre les juifs, sommés par les autorités de révoquer le douanier hostile au régime. Il préfère démissionner en février 1934. Il se limite alors à son métier d'enseignant, mais ses cours sont surveillés. Il n'écrit plus. Ses œuvres sont retirées du commerce. Il est empêché de se rendre à Paris pour le tricentenaire de Descartes. En 1944, Heidegger est réquisitionné pour des travaux de fortification sur le Rhin. Il est alors considéré par le régime comme faisant partie de la dernière catégorie de professeurs, ce dont on n'a rien à faire. Puis il est enrôlé dans la milice populaire. En 1945, les autorités françaises d'occupation jugeront bon de reconduire purement et simplement la sanction prise à son égard par les autorités nazies. Il restera donc éloigné de l'université jusqu'en 1951. Il rompt son silence d'écrivain en publiant la lettre sur l'humanisme 1947. Il publie en 1951 Qu'appelle-t-on penser? En 1953, la question de la technique. Il enseignera jusqu'à 1973. Heidegger est mort en mai 1976. Cet auteur, dont la lecture est particulièrement difficile, fut l'objet d'une instance polémique en raison de ses relations ambiguës avec le nazisme. Il n'en est pas moins le penseur peut-être le plus important du XXe siècle. Le source de sa pensée assistante disciple de Husserl, il fit un lecture attentive des penseurs grecs, Platon, Aristote, surtout des présocratiques, Parménide et Héraclite en particulier. Apport conceptuel, existence et réalité. Il faut distinguer l'existence de la réalité. Lorsque nous disons que le table, le chaise, le fruit, etc. nous voulons dire qu'ils sont disponibles, qu'ils s'offraient à notre pensée et à notre action, inertes dans le monde. Lorsque nous disons qu'une personne humaine est
Nous voulons dire qu'elle existe, c'est-à-dire qu'elle est engagée dans un rapport de soi à soi. Un humain n'est qu'en projetant de l'être, en sélectionnant ce qu'il peut être. Le sujet d'Azaï est en cherche de lui-même avant même qu'il choisisse un comportement. Le Dasein n'a pas de substance, mais il possède orientation vers le possible. Nous sommes toujours en train d'anticiper, de redouter, de céder, etc. à un possible, comme Aristote décrivait le réel à partir des catégories. Heidegger décrit l'existence à partir des existentiaux. Quand les catégories sont des propriétés typiques de la réalité, les existentiaux sont des attitudes typiques de l'existence. L'être au monde exister, c'est-à-dire constamment impliqué dans un affairement, c'est-à-dire une projection vers le futur. Le travail en est un exemple parce que nous avons souci de notre survie. Pour le dire autrement, notre environnement n'est pas un ensemble objectif de réalité neutre, mais des anticipations que nous font donner du sens à certains objets, certains biens et pas à d'autres. Ainsi, je cite comme proche, je soustrais un lointain certains objets, certaines personnes qui ont pour moi un sens, mais je ne le fais pas. Par exemple, pour ce trottoir où je marche, pourtant je touche. Dans mon affairement, certains étant comptés spontanément, ce par exemple dont je me sers lorsque j'écris, le stylo, la plume, le meuble que me sert du bureau, etc. Ces choses sont pour nous de signes. Le comprendre, il faut distinguer apprendre et comprendre. Apprendre, c'est simplement stocker des connaissances, alors que comprendre, c'est être bien adapté à quelque chose. C'est témoigner sans savoir, même besoin de parler, que l'on est capable d'agir dans une activité, une situation, etc. Le Dasein comprend lorsqu'il pénètre de notre propre mouvement vers le possible. L'angoisse. Quand la peur est toujours crainte de quelque chose, l'angoisse est expérience de rien et de nulle part. Nous prenons conscience que l'existence est absurde, c'est-à-dire privée de sens. Nous sommes l'être hors de chez soi, c'est-à-dire confrontés à cette propension au possible qui caractérise le design et qui ne reconnaît nulle une chose ou nul lieu comme fixation acceptable. Deuxièmement, le souci est l'être pour la mort. Il y a trois moments en souci, l'être en avant de soi qui correspond à cette projection vers le possible qui caractérise le design, cette impossibilité de jamais coïncider avec soi. Exister, c'est être hors de exister, selon l'étymologie. L'être déjà dans un monde, la projection vers le possible, et projection dans un monde qui prend son sens de monde dont c'est projeté. Le comme être auprès décrit l'enjeu de l'authenticité et de l'inauthenticité pour l'homme. Nous fouillons l'angoisse, l'homme cherche à dissimuler son être. Nous devons penser cela en rapport avec la vision heideggerienne de la mort. Heidegger montre que pour la banalité quotidienne, pour l'opinion commune, la mort est un accident courant, un événement ordinaire. On meurt bien finalement un jour, mais en attendant, on reste soi-même sain et sauf. La mort est un indéterminé qui ne manquera pas d'arriver, mais que jusqu'à là, nous ne s'en concerne pas. Elle ne concerne que le on, c'est-à-dire personne en particulier. Il ne faut pas que la mort dérange et tire les gens de leur soucieuse insouciance. La banalité quotidienne est affairée par l'urgence de ces soucis qu'il ne faut justement pas confondre avec les soucis, ceux de la vie familiale, professionnelle et sociale. Et la mort ne doit pas nous en détourner car elle est une action et entrave. Ainsi, la dictature de on exerce cette
telle son emprise pour réglementer le comportement convenable envers la mort. Mais refuser de penser la mort, c'est refuser de penser notre propre mort. L'être pour la fin prend comme mode d'être celui de échappatoire devant cette fin, être étant. Alors que nous sommes des êtres pour la fin, c'est-à-dire des êtres qui doivent mourir. Seul l'homme meurt, l'animal périt. Nous essayons d'échapper à cette fin et de nous la masquer, mais vouloir échapper à sa propre nature, car tel est le souci. L'homme est jeté dans le monde et livré à sa mort. Cet état d'abandon, de solitude morale se dévoile par le sentiment de l'angoisse. La mort est en tant que fin de la réalité humaine dans l'être de cet existant qui existe pour sa fin. En somme, refuser de penser la mort, c'est refuser l'angoisse fondamentale qui nous caractérise. La pensée, c'est au contraire se comprendre soi-même, restituer à l'existence son sens authentique, admettre que notre fin est la mort. Nous ouvrons alors à la menace continuelle qui ne menace ni de ceci ni de cela, mais qui monte de notre être au monde et nous révèle l'angoisse. Surmontant notre lâcheté, nous comprenons nous-mêmes, nous réintégrons notre liberté qui est liberté pour la mort. La mort est ainsi le noyau même de la vie. Dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir. La mort est d'autant plus au fondement de l'individualité qu'il est impossible de partager sa mort. Toute mort est solitaire et unique. La vie authentique est celle qui s'est sans cesse promise à la mort et l'accepte courageusement et honnêtement. Il faut traquer tout ce qui nous pousse à nous cacher à la mort. Maintenant, la différence entre être et étant. Heidegger oppose deux façons de comprendre un participe présent. Par exemple, passant peut désigner l'homme, l'individu qui passe, mais aussi ce qui arrive à un individu. Quand je dis un passant, je n'utilise pas le participe présent de la même façon que lorsque je dis que je surpris un homme au régime mangeant de friandises. Or, on peut appliquer cette distinction au verbe être. Étant peut avoir deux sens. Ou bien étant désigne une chose, un étant c'est donc une chose quelconque qui a part à l'être, qui est quelque chose qui est. L'homme, par exemple, est un étant particulier, celui qui a pour nom d'Azaïl. Étant peut aussi qualifier ce qui arrive à un étant en train d'être. L'être lui survient comme un processus à la fois étrange et fondamental. Elle peut paraître, certes, saugrenue de regarder un cendrier et de s'extasier sur le fait qu'il est en train d'être, mais nous n'avons aucune hésitation à reconnaître que le cendrier est un étant parce que de fait, il a de l'être. Heidegger décrit la genèse de l'étant à partir de l'être. L'être nous donne l'étant. Il s'agit donc de penser une dimension au-delà du monde, comme un puits sans fond derrière toute chose. Derrière, n'ayant bien entendu aucune signification spatiale, car seul le temps est dans l'espace. Heidegger n'identifie pas cet acteur mystérieux qui est l'être, contrairement à ce qui fait la théologie. Nous sommes conduits nécessairement à penser l'être, mais il n'a ni visage ni histoire. Donc, quand le problème de la métaphysique, Heidegger rappelle que la connaissance est connaissance de l'étant, connaissance non empirique, puisqu'elle anticipe toute expérience possible et énonce des vérités nécessaires qui permettent la prévision. Ce qui est connaissable de l'étant est une façon d'être ce qu'il est, qu'il partage avec les étants de sa famille, de sa région, dans une seconde période de sa pensée. Heidegger dénonce la métaphysique, penser l'être comme être de l'étant. C'est oublier l'être, il faut prendre l'être au sérieux dans sa différence avec l'étant et donc dépasser la métaphysique. L'être nous donne
Le temps, l'être soustrait, le temps d'union, le sort de l'occultation. Il y a deux choses de le temps, puisque l'être nous le donne. Il est cet événement qui fait que toute chose qui est, tout étant se tient dans l'être et vaut comme étant. Il n'est donc rien, puisqu'il ne se confond avec aucune chose. Rappelons que Égypte, qui se traduit en français par il y a, signifie littéralement dans la langue allemande ça donne. L'être et le langage, c'est dans la parole qu'il se donne. Les choses, en effet, sont les choses telles que nous les vivons, les accueillons, les intégrons à notre monde. Nous sommes les choses et c'est la parole rapportant leur présence qui donne les choses pour celles valées pour nous. La technique maintenant, quatrièmement, dans la pensée de Heidegger, l'importance de la technique n'est pas que nous donnons de fin en tâchant de le faire advenir par des moyens, outils, machines. Dans toute action technique, quelque chose se passe en dehors de nous. C'est toujours la nature qui apporte le produit. Tout dispositif est relativisé au regard de la puissance ou de la bonne volonté de la nature qui s'y laisse prendre. Le produire dans la situation technique est dévoilement. L'homme accompli de dévoilement et de voile, c'est dévoilement. Produire a lieu seulement en tant que quelque chose de caché arrive dans le non caché. Telle est la bonne technique, mais la technique moderne procède autrement. Elle provoque la nature. Elle en insigne une partie comme réserve d'énergie. La technique moderne ressemble à une réquisition militaire. L'homme est perdre de vue que le passage de caché au non caché s'accomplit de soi-même suivant la générosité de l'être, qu'il demande seulement à être accompagné ou célébré. La technique moderne du commettre occulte cette aspect, le déni, l'oubli, prétend à une exploitation éhontée de la faculté merveilleuse de dévoilement de l'être. Les principales œuvres d'Heidegger, être étant 1927, qu'est-ce que la métaphysique 1929, Kant et le problème de la métaphysique 1929, Introduction à la métaphysique 1935, Nietzsche de temps 1963-1964, Lettres sur l'humanisme 1946, Chemin qui ne mène nulle part 1950, Qu'appelle-t-on penser 1951, la question de la technique 1953, La fin de la philosophie et la tâche de la pensée 1964, Héraclite 1966-1967. Merci bien de votre attention. Notre intervention est terminée, consacrée à la pensée ontologique de Martin Heidegger. Au revoir pour une autre intervention.